Bien, bonjour à toutes et à tous d'ici et d'ailleurs. Et donc, je trouvais opportun de refaire un peu le point sur la COVID-19. On a limité les sujets à ce qui nous paraissait le plus important et le plus actuel. Et pour ça, comme vous verrez, il y aura trois orateurs. Et donc, je vais débuter en traitant la problématique des antiviraux et en développant le sujet à qui ça s'adresse, quand est-ce qu'il faut le prescrire et de quelle manière. Alors, oui, comme il faut maintenant être prudent avec tout ça, mais en matière de présentation, je ne pense pas que je suis sous influence. Alors, il me paraissait utile de démarrer par quelques éléments épidémiologiques euh, pour vous signaler qu'au niveau de Sensano, qui reste notre source d'information scientifique en la matière, depuis la fin juillet, le rapportage de tout ce qui concerne le COVID-19 est intégré avec l'ensemble des infections respiratoires, ce qui est un élément quand même intéressant puisque on va entrer dans la période d'hiver, la symptomatologie de ces différentes infections respiratoires peuvent être assez communes et donc de remettre ça dans un rapportage unique me paraissait effectivement une bonne idée. Alors, de quelle manière peut-on voir la résurgence éventuelle de la COVID? Différentes techniques peuvent être utilisées. Donc, vous voyez ici les consultations de médecins généralistes pour suspicion de COVID-19. Donc ça, c'est des patients qui vont chez le médecin généraliste, ils toussent un peu, ils ont un peu de fièvre, ils disent, bon, docteur, est-ce que je n'ai pas la COVID? Est-ce que je dois faire un test, etc. Et donc, vous voyez, bien entendu, il y a un biais important dans ce type-là de reportage, mais Sensano a combiné différentes techniques. Vous verrez que c'est assez superposable. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on était finalement très bas. Et là, on est au mois de juillet de cette année-ci. Et puis, vous voyez, depuis le mois d'août, manifestement, c'est en train d'augmenter. Les unités, c'est 10 contacts pour 100 000 habitants. Bon, ça ne représente pas encore énormément, mais il y a une augmentation. Alors, si vous voyez, en octobre de l'année passée, on était avec des conditions quand même beaucoup plus importantes qu'on ne l'est actuellement. Autre technique, et je m'étonne un peu qu'on n'ait pas été. Enfin, c'est complexe parce qu'il y a toute une série d'aléas également à ce type-là de détection. C'est la recherche du virus SARS-CoV-2 au niveau des eaux usées. Et donc, ceci peut se faire à différents endroits du royaume. Et donc, on peut ainsi distinguer certaines zones qui seraient éventuellement en avance ou en retard par rapport à la contamination. Et donc là, vous voyez aussi, et donc là, c'est 2022-2023, et vous voyez que là aussi, il y a une augmentation. Donc, si on mettait les deux courbes l'une sur l'autre, eh bien, il y a quand même une congruence intéressante. Enfin, et ça nous intéresse le plus parce que, bon, avoir un petit rhume qui s'appelle Covid ou être hospitalisé avec un Covid sévère, une atteinte respiratoire, éventuellement se retrouver à l'USI, c'est quand même différent. Et donc, l'indice de sévérité des infections, ce sont les nouvelles admissions à l'hôpital. Alors, cette diète est un petit peu compliquée parce qu'elle a voulu mettre sur la même DIA l'ensemble des admissions à l'hôpital depuis le début de la pandémie, qui n'est actuellement plus une pandémie. Et donc, je vous propose de nous concentrer sur ce qui se passe maintenant. Et donc, c'est le vert foncé. Et donc, vous voyez qu'on était là à environ 2 par 100 000 habitants. Donc, on était vraiment extrêmement bas en termes d'hospitalisation pour COVID. Et vous voyez qu'il y a une tendance à une augmentation. Et donc, il y a plus maintenant et on peut s'attendre éventuellement à avoir un petit peu plus d'hospitalisation pour COVID.
un point que je vous conseille également, si on voulait rester au courant de la situation, donc j'ai refabriqué un QR code pour ceux qui veulent directement se retrouver sur le sujet. C'est encore Sensano, ça c'est le dernier bulletin qui était le bulletin de septembre, où ils analysent les choses un petit peu plus en détail. Et on regarde ici sur cette dia le pourcentage de patients hospitalisés atteints d'une de ces comorbidités. Alors, ce qui ressort de cela, c'est que, bon, ce n'est pas un scoop, ce qui ressort, c'est des patients avec atteinte cardiovasculaire, un petit peu d'insuffisance rénale, diabète, c'est assez constant au fil du temps, et donc là, c'est une observation de 2020 jusqu'à août 2023, etc. Donc, ils ont repris les différents éléments qui étaient des éléments qu'on connaissait comme comorbidité associés à des COVID sévères. Et ceci me paraît plus intéressant. En effet, on regarde ici, on essaie de déterminer le profil des patients hospitalisés en fonction des comorbidités. Et encore une fois, on va de 2020 à 2023. Intéressons-nous à ce qui se passe maintenant. Et voyez ici en vert clair les patients hospitalisés qui ont 2 comorbidités ou plus. Ils représentent largement la majorité des patients. Donc, les patients qui vont nous concerner comme patients cibles, c'est clairement des patients fragiles avec comorbidité. Vous voyez par ailleurs ceux qui ont une comorbidité en vert foncé et en vert intermédiaire ceux qui n'ont pas de comorbidité. Ça ne représente pas zéro, c'est nettement moins bien entendu qu'avec comorbidité, mais il faut savoir qu'on peut se trouver avec des patients hospitalisés qui ont un COVID éventuellement sévère. N'oublions pas que tout le monde n'est pas vacciné, donc on va retrouver chez ces patients-là des patients non vaccinés ou éventuellement, plus rarement, des patients chez qui la vaccination n'a pas été efficace pour des raisons particulières de leur système immunitaire sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Alors, les antiviraux dans tout ça. Si on regarde cette publication d'il y a environ 1 an, et j'ai surligné ce qui me paraissait le plus approprié dans la période actuelle, et je lis, le CDC recommande d'envisager des thérapies telles que les antiviraux et les anticorps monoclonaux. On était il y a plus d'1 an. Cette deuxième partie de la phrase n'est plus valable parce que les anticorps monoclonaux par rapport aux variants actuels ne fonctionnent plus. Donc, on oublie les anticorps monoclonaux pour traiter les patients dont les symptômes s'aggravent, dont la maladie est légère ou modérée et qui présentent des facteurs de risque de maladie grave. Donc, voilà clairement les patients sur lesquels on va devoir cibler notre action, que ce soit d'ailleurs, et Brian Moser reviendra peut-être sur la vaccination, qui doit-on privilégier comme personne candidate à un booster de vaccin, mais également quelles sont les personnes sur qui on doit axer une action de traitement antiviral en cas de début de COVID. Et donc, il y avait un article de fond publié il y a 1 an, mais il est actuellement d'actualité. Comme il semble probable que le COVID-19 devienne endémique, et c'est le cas, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, par la voix de son président, a déclaré il y a quelques mois qu'on était sorti de l'urgence sanitaire, même si ils insistaient, Covid est toujours là, il y a toujours des Covid graves, il y a toujours de la mortalité associée au Covid. Mais on n'est plus dans la définition d'une urgence sanitaire, je dirais, mondiale. Donc, on a quitté la pandémie. Et donc, ceci veut dire que ça devient quelque part une maladie virale transmissible par voie aérienne, mais individuelle. Et donc, la réflexion qu'on doit avoir en termes d'approche, que ce soit vaccinale, de précaution ou de traitement antiviral, va être une approche ciblée. Et donc, régulièrement, dans nos consultations, les patients demandent, docteur, est-ce que je dois me refaire un vaccin ou pas? Et donc, on doit avoir de nouveau un discours approprié par rapport à cela. Alors, qu'en est-il des antiviraux? Mais les antiviraux, je dirais, disponibles, et puis on va faire le tri, c'est le Remdesivir, le Molnupiravir et le Nirmatrelvir, donc le Paxlovid. In vitro,
l'ensemble, enfin, ces trois antiviraux restent actifs sur les variants actuels. Donc ça, c'est un point qui est quand même un point intéressant. Et cette étude-ci était une étude in vitro montrant avec des dilutions variables l'efficacité de ces trois antiviraux. Et on retrouve d'ailleurs un peu la même information que celle qui était reprise dans le CDC, à savoir que ça devient endémique, et donc il faut se concentrer sur l'identification de médicaments oraux sûrs, abordables et accessibles pour le traitement. Sûr, c'est important, abordable, et donc on peut privilégier ce qui pourrait être une administration orale par rapport à une administration intraveineuse, par rapport à la facilité. Et donc, je vous rappelle que le remdesivir, c'est de l'intraveineux, je reviendrai là-dessus. Le Paxlovid de Rimatrelvir, c'est oral. Et le molnupiravir est sorti des recommandations. Un, parce qu'il était moins efficace. Bon, c'est un ancien médicament. Deux, il y avait un doute quand même sur des modifications génétiques avec ce médicament qui existait depuis plus de 20 ans, qui avait été un peu remis à la sauce Covid, mais qui a disparu maintenant parce qu'il est moins efficace avec des effets secondaires potentiels qui l'ont fait sortir des recommandations. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce médicament? Donc, le Paxlovid. Donc, c'est deux composés. L'agent antiviral, c'est le nirmatrelvir. Et donc, il inhibe une protéase particulière du coronavirus. Et donc, cette protéase, l'acronyme 3CL-Pro, joue un rôle déterminant dans tout ce qui concerne les modifications post-transcriptionnelles d'une polyprotéine qui produit 16 protéines non structurales et qui sont impliquées dans la réplication, la transcription et la recombinaison virale. Autrement dit, ce médicament va bloquer la réplication du virus et donc l'emballement du processus infectieux. Et c'est là véritablement la spécificité de ce médicament. Le ritonavir, qu'est-ce qu'il fait? C'est un médicament bien connu dans le traitement du VIH. C'est un inhibiteur de protéase du VIH, mais c'est également, by the way, un inhibiteur du cytochrome P450. Et donc, à faible dose, il va ralentir la dégradation de l'antiviral efficace et donc permettre une augmentation, une synergie par rapport à cet effet antiviral. Le revers de la médaille, c'est comme un inhibiteur du cytochrome P450, c'est quelque chose là de non spécifique, et donc toute une série de médicaments autres qui sont éventuellement font partie du traitement du patient pourront être influencés par ce médicament, et donc ça c'est je dirais, une des réserves et un des points d'attention en tout cas à la prescription de ce médicament. Alors, la première publication est en fait une publication issue d'une étude de Pfizer qui est publiée dans BMJ en 2021 avec une analyse intermédiaire d'une phase 2-3. Et c'est un communiqué de presse qui porte sur 1300 adultes qui avaient été recrutés avant septembre 2021. Et donc, ce qu'on regarde, c'est le risque d'admission à l'hôpital ou de décès dû au COVID. Et qu'est-ce qu'on remarque quand c'est prescrit dans les 3 jours du début de l'infection? Vous voyez que le placebo fait en sorte qu'il y a 7 décès et toute une série d'hospitalisations pour COVID grave. Dans le groupe Paxlovid, il n'y a pas de décès et une nette réduction des hospitalisations. Et donc, compte tenu de ces résultats positifs, comme vous le savez, dans des études cliniques, eh bien, si la différence est vraiment très nette, même si on n'a pas atteint l'objectif en termes du nombre de patients, le recrutement est arrêté à 70% environ des 3000 patients qui étaient prévus pour entrer dans cette étude, qui était une étude très internationale, puisque vous voyez, c'était des hôpitaux d'Amérique du Nord, du Sud, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette étude-ci, quand ils ont regardé plus en détail
des patients qui non seulement étaient traités dans les 3 jours, mais dans les 5 jours suivant le début de l'infection, vous voyez qu'on garde une activité tout à fait nette. C'est ce qui fait qu'on a maintenu dans le protocole actuel de traitement qu'on doit être dans les 5 jours du début de l'infection pour être actif. Et donc, ça fait partie des conditions et des recommandations de traitement. La Haute Autorité de Santé en France a répondu à une demande d'autorisation d'accès précoce pour une indication ne disposant pas encore d'AMM, mais ça on a connu pour plein de choses dans le cas de cette pandémie. On a accéléré un peu les processus vu l'urgence, et donc il y a un avis favorable, mais attention, risque majeur d'interaction médicamenteuse liée à la deuxième composante du traitement chez des patients qui sont polymédiqués. Entre-temps, et donc on pouvait rester éventuellement avec une suspicion légitime ou illégitime par rapport à un communiqué de presse. D'autres études ont suivi, et je vous montre ici une méta-analyse de 13 études avec ce médicament contre placebo, 186 000 patients. 3 études d'ailleurs ont étudié, on pourra voir ça dans la discussion, l'effet rebond éventuel chez des patients qui étaient traités par Paxlovid. Et on retrouve à la fois sur les hospitalisations et sur la mortalité une efficacité tout à fait significative. Plus récemment, et ça c'est un papier 2023 où on montre l'efficacité du Paxlovid et de la mortalité chez des patients à haut risque. Donc vous voyez, on démarre avec près de 600 000 patients, puis on a toute une série qui sortent, notamment ceux qui avaient des contre-indications absolues ou relatives compte tenu de leur traitement. Bref, on se retrouve au final avec 180 000 patients inclus, et là-dessus, il y en a 4 700 qui sont jugés comme disponibles pour un traitement, puisqu'ils étaient dans les 5 jours d'un test positif, et il y a 175 000 patients qui n'entraient pas dans cette situation-là. Alors, j'ai repris ici les résultats qui paraissaient les plus signifiants. Donc, j'ai pris tout ce qui était significatif. Clairement, le médicament est utile dans la réduction de maladies graves chez des patients âgés de plus de 60 ans. Vous voyez que donc sur la gauche ici, Paxlovid better et Paxlovid worse sur la droite. Maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques. Et vous voyez ici, maladies neurologiques, on a un effet très net du Paxlovid, et bien entendu également chez les patients immunodéprimés. Et donc, ceci devient quand même une autre façon de concevoir quels sont les patients à risque. Attention aux effets secondaires par rapport à l'effet du ritonavir sur le cytochrome P450, et en particulier le CYP3A, qui peuvent soit augmenter, soit diminuer les actions du Paxlovid, et donc ça peut donner lieu à une diminution d'efficacité, mais, et ça c'est plus important, ça peut donner à des effets indésirables, éventuellement significatifs par rapport aux autres molécules dont le taux va augmenter, en particulier dans le domaine cardiovasculaire. D'autre part, on pourrait aussi avoir une perte d'effet thérapeutique en fonction effectivement des autres médicaments. Bref, on insiste au niveau de la Haute Autorité de Santé française, mais également du KCE, sur le risque d'interaction avec d'autres médicaments. Et donc ça, c'est un point qu'il faut véritablement marteler de façon extrêmement importante avant la prescription de ce médicament. Alors, pour venir en aide, vous voyez qu'il y a toute une série de sites qui permettent de vérifier ces interactions médicamenteuses. Celui de la Société française de pharmacologie et thérapeutique est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Alors, dans la même fiche, il y a toute une série de réponses rapides aux questions que l'on se pose. Je reprends ici en rouge les points principaux. Ça doit être prescrit dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes et pendant 5 jours suivant l'apparition des symptômes. Autrement dit, si le patient a des symptômes et ce n'est qu'au J2 qui fait son test, ce qui compte, c'est le début des symptômes. Et donc, c'est l'invasion virale qui compte. Donc, c'est un point important au niveau de l'anamnèse. Quel que soit leur âge, leur statut vaccinal, les patients sévèrement immunodéprimés et les patients au-delà de 65 ans
qui présentent des facteurs de risque, et je vous les avais évoqués, qui sont à risque de développer des formes graves. Il y a les contre-indications absolues ou relatives en fonction de la liste des médicaments adjacents qui sont prescrits. La dose recommandée, c'est 300 mg de nirmatrelvir, 2 tablettes de 150, 1, 2, et une petite dose de ritonavir, 100 mg, et on prend le médicament 2 fois par jour. Donc, il y a 3 gélules à prendre le matin et 3 gélules à prendre le soir. En cas d'insuffisance rénale sévère, il y a contre-indication, donc en dessous des 30 ml par minute par mètre 73 carré. Vous voyez que pour une insuffisance rénale intermédiaire, on diminue la dose de nirmatrelvir, on ne touche pas la dose de ritonavir. Alors, le KCE a donné toute une série d'indications, et vous voyez ici avec un QR code, vous allez accéder au bon de commande, etc. On avait recommandé de faire ça parce qu'on a vu en France des effets compliqués et ça posait problème. On n'a pas été écouté, donc ça reste toujours un peu compliqué. Et le point important, si vous voyez les indications dans lesquelles le remboursement est pris en compte, en Belgique, ce n'est que pour les patients immunodéprimés. Et donc, tous les patients à haut risque de faire un COVID sévère ne peuvent pas bénéficier de ce médicament dans les conditions actuelles qui ont été définies par le KCE. Remdesivir a été remis à l'ordre du jour. Vous vous souvenez qu'il avait été prescrit au début de l'infection. Ici, il est prescrit non pas dans un cas d'infection sévère, mais de prévention. Et donc, c'est un essai randomisé, double insu, des symptômes apparus dans les 7 jours précédents. Administration par voie intraveineuse, 200 mg le premier jour, 100 mg les jours 2-3. Donc, finalement, le traitement dure 3 jours. Ça peut se faire soit en hospitalisation, soit en hôpital de jour. Donc, c'est un peu plus lourd parce que c'est par voie intraveineuse. Et quand on regarde l'efficacité, c'est efficace. En particulier ici, mais là, vous voyez qu'avec le placebo, l'indice de mort au J28, il n'y en avait pas dans le groupe placebo non plus, mais c'était un petit nombre de patients. Mais vous voyez quand même, pour les hospitalisations pour Covid, vous voyez que dans le groupe Remdesivir, on était à 2 sur 279 contre 15 par rapport au placebo. Ça reste un traitement efficace et je pense qu'il ne faut pas trop chipoter à regarder, à modifier le traitement de base. S'il y a des médicaments qui peuvent interagir, c'est mieux de passer directement au Remdesivir, en particulier si ce sont des patients qui ont des comorbidités qui ne sont pas immunodéprimés. Alors, j'ai rajouté cette dia qui va faire en fait la jonction avec avec l'exposé de Muriel Moser. Je suis tombé sur un truc qui vient sortir dans Nature il y a quelques jours. Et donc, bon, l'intelligence artificielle est mise à toutes les sauces. Et donc, le papier était vraiment intéressant parce qu'ils ont remis dans un programme d'intelligence artificielle la prédiction des variants de virus. Donc, ils ont mis toute une série de données et ils parviennent, grâce à ça, à prédire quels vont être les variants qui vont survenir. Mais non seulement ça, mais éventuellement s'ils pourraient être traités par tel ou tel médicament. Et dans les perspectives, il dit, voilà. Et tout ceci, on va pouvoir l'utiliser pour la grippe, pour la fièvre Lassa, voilà. Et donc là, ça donne une perspective quand même assez excitante pour le futur. Je n'ai pas eu l'occasion de lire ça en détail, mais donc dans les conclusions, nous démontrons qu'EFSCAPE, entraîné sur des séquences disponibles avant 2020, est aussi précis que les analyses expérimentales à haut débit pour anticiper les variations pandémiques du SARS-CoV-2 et avec toutes les projections vis-à-vis d'autres virus et d'autres pandémies. Vous savez qu'avec la fonte des glaces, il y a toute une série de virus, il y a quelques millénaires qui vont ressortir et donc on pourrait faire fondre la glace et puis déjà prévoir ce qui va nous arriver. On a un gros programme et donc je vous remercie et je vais céder la parole directement à Muriel Moser. Donc d'abord, quelle est la situation dans le monde et en Belgique et la recommandation de l'OMS pour les vaccins que nous recevons actuellement et pour vous montrer sur quoi ils se sont basés. Oui, pour la première. Comme on fait ici. Oui, parce que c'est Windows. Comme ça. Ouais, okay. Comme ça. Après, parfait. Donc, si on regarde la situation en général, donc depuis le début de la pandémie, on a été un peu frappé par plusieurs caractéristiques qui est que ce COVID-19 peut être symptomatique et asymptomatique, ce qui n'est pas facile pour justement prévenir la transmission.
la gravité est très variable suivant l'âge, ça vous le savez. Et donc, que le SARS-CoV-2 par rapport aux autres coronavirus, par exemple le SARS-CoV de 2002 et le MERS-CoV de 2012, est à la fois transmissible et pathogène. Les autres coronavirus avaient causé entre 500 et 800 décès, et on sait en fait que contrairement aux autres virus, que ce soit la grippe ou coronavirus ou d'autres coronavirus, le SARS-CoV-2 est capable d'infecter aussi bien les voies supérieures qu'inférieures et donc est à la fois transmissible et pathogène, ce qui explique le nombre élevé d'infections et de décès dans le monde. Donc, il y a près de 7 millions de décès depuis le début de la pandémie sur 771 millions infectés. Donc, c'est à peu près 1%, c'est moins en Belgique. Et en Belgique, il y a eu 34 000 décès et 4,8 millions cas d'infection. Au début, évidemment, la seule solution était de confiner, mais ensuite, assez rapidement, en moins d'une année, des vaccins ont été développés et ces vaccins étaient remarquablement efficaces. Vous vous souvenez certainement du premier résultat qui montrait 95% de protection à la fois contre la maladie grave. Donc, ceci représente les résultats des études de phase 3 pour les différents vaccins dont je parlerai après. Et il y a donc jusqu'à 100% de protection contre les décès et les maladies graves et 95-94% pour les vaccins ARN de Pfizer et Moderna contre les maladies symptomatiques. C'était donc assez remarquable puisque les infections et donc les transmissions étaient aussi bloquées. On sait qu'il y a donc la réponse immunitaire agit de différentes façons. La réponse innée, donc non spécifique, est assez importante et semble déterminer, plusieurs travaux montrent que ça détermine la sévérité de l'infection. Si la réponse innée est retardée, la sévérité est beaucoup plus grande. Et sinon, pour la réponse adaptative, donc spécifique du virus, il y a deux couches, les anticorps neutralisants qui bloquent l'entrée de la protéine S, qui est une clé qui doit reconnaître le récepteur ACE2, qui est très efficace, et ces anticorps sont essentiellement dirigés contre la protéine spike, dont le choix de la protéine spike pour la plupart des vaccins, en particulier ceux développés dès le début de la pandémie. Et la deuxième couche est importante parce que ce sont les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est des 8 tueurs qui sont capables d'éliminer, non pas d'empêcher l'entrée du virus, mais d'éliminer les cellules qui sont infectées. Et on sait que ces lymphocytes T ont deux caractéristiques majeures, c'est qu'ils sont beaucoup moins sensibles aux mutations virales, et ça c'est important. Ça permet de montrer que nous gardons une protection contre les maladies graves et que donc ils agissent au niveau du poumon pour éliminer les cellules qui sont déjà infectées. Donc les anticorps essentiellement préviennent l'entrée du virus dans les cellules et les lymphocytes T, de façon complémentaire, éliminent les cellules qui sont infectées et sont moins touchées par les mutations. Donc c'est très important. Et en effet, donc les lymphocytes T reconnaissent les variants de alpha à Omicron. Donc, nous avons, depuis novembre 2021, nous avons le fameux variant Omicron et tous ses descendants qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est de ça qu'il faut parler si on parle donc du nouveau vaccin. Donc, depuis novembre 2021, nous avons le variant Omicron qui présente 30 mutations génétiques dans cette fameuse protéine S, qui est donc importante, et donc 15 dans le récepteur qui fixe le récepteur cellulaire ACE2. Il y a de nombreux descendants, il est hautement transmissible, et pour différentes raisons, entre autres parce qu'il a une affinité plus grande pour le récepteur ACE2, mais aussi parce qu'il est capable d'évader la réponse immunitaire, et c'est de plus en plus vrai avec les descendants. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il est moins virulent, il est moins pathogène, parce qu'il infecte et se réplique de façon préférentielle, non pas dans les voies respiratoires supérieures et inférieures,
mais essentiellement dans les voies respiratoires supérieures. Il a une voie d'entrée différente et il a été montré clairement qu'il infecte moins les cellules du poumon. Et donc, les anticorps de personnes vaccinées ou convalescentes neutralisent-ils Omicron? C'était bien entendu la première question après l'apparition d'Omicron. Et donc, je rappelle que la vaccination primaire était basée sur la protéine S, donc Spike, du virus de Wuhan, que l'OMS appelle le virus index, par exemple. Et ce vaccin était constitué soit de l'ARN messager, soit d'un adénovirus de chimpanzé, un adénovirus humain, ou aussi de protéines et adjuvants. Et on recevait 2 injections assez rapprochées et puis un boost après 6 mois. Et vous verrez que ce boost était particulièrement important contre Omicron. Et il y a eu ensuite un rappel avec un ARN messager bivalent, c'est-à-dire constitué de l'ARN messager codant pour la protéine S de Wuhan, donc du virus index, et soit de BA1, soit de BA5, que nous avons eu aussi en Belgique. Et donc, en effet, la première question était, les personnes qui ont été vaccinées par les 2 premiers vaccins, donc à 1 mois d'écart, sont-elles capables de neutraliser le virus Omicron ou le virus bêta, delta, par rapport au virus de Wuhan, qui était la base du vaccin. Et donc, quand on regarde si la réponse immunitaire est capable de neutraliser ou tuer le virus, ce qu'on fait en général, parce que c'est beaucoup plus simple, on regarde la neutralisation pour les anticorps. Il est beaucoup plus difficile de tester la lymphocyte T. On sait d'ailleurs que les lymphocytes T sont moins sensibles aux mutations. Et donc, vous pouvez voir ici, plus c'est faible, plus la capacité de neutralisation est faible. Vous voyez que le sérum de personnes qui ont reçu 2 vaccins neutralise assez mal le virus Omicron, le variant Omicron, pardon, par rapport aux 2 autres variants qui sont le bêta et le delta et le virus index. Par contre, et ça c'était intéressant et c'était en fait tout à fait prévisible immunologiquement, mais c'est une très belle démonstration de la théorie, après un 3e vaccin, donc ce qu'on appelle le boost, 6 mois plus tard, c'est important d'avoir un délai, on a pu voir que la capacité de neutralisation est augmentée pour le virus de Wuhan, pour le variant Delta et le variant Beta, mais beaucoup, beaucoup plus proportionnellement contre le variant Omicron. Et ça, ce qui était connu immunologiquement, c'est que la réponse immunitaire et les anticorps, pas les lymphocytes T, s'améliore avec le temps, améliore la qualité des anticorps, l'affinité, mais leur permet aussi de reconnaître des antigènes un petit peu différents. Et donc, ceci montre bien qu'après 3 vaccins, donc les 2 vaccins primaires et le boost, les personnes sont capables de neutraliser dans une certaine mesure Omicron. Et c'est pour ça que le Conseil supérieur de la santé insistait pour que les personnes reçoivent bien le boost après quelques mois. Mais on sait aussi qu'avec le temps, l'efficacité du vaccin diminue et donc est réaugmentée après encore un vaccin. Donc, si on regarde, mais Élie l'a déjà montré, voici les infections en Belgique. Donc, le bulletin hebdomadaire de Cienzano montre que pour le moment, il y a une petite infection qui augmente. Le nombre de personnes de plus de 65 ans infectées augmente doucement. Et alors, si l'on regarde l'efficacité vaccinale en Belgique, j'ai repris donc les graphiques de Cienzano pour vous montrer que c'est objectif, mais comme on ne voit pas grand-chose, c'est en jaune. Je vous montre que la protection actuellement en Belgique de personnes vaccinées contre les infections symptomatiques est de l'ordre de 30%. Donc, c'est un peu plus faible. Donc, on arrive à la question de l'actualisation des vaccins. Et les hospitalisations, c'est de l'ordre de 55 à 43, 42%. D'ailleurs, apparemment, j'apprends que vous avez très peu de personnes infectées, vaccinées qui sont hospitalisées pour le cas de Covid. Mais donc, la question était, fallait-il actualiser le vaccin?
Alors, c'est le groupe Technical Advisory Group de l'OMS qui s'est posé la question en mai 2023. Et quand ils ont regardé, en effet, dans le monde, quels sont les variants, on voit qu'en mai 2023, le variant principal était le XBB 1.5. Et ses quelques cousins. Et donc, ils ont fait la réflexion suivante. Donc, le but étant d'augmenter les réponses immunitaires vaccinales aux variants circulants, XBB 1.5, XBB 1.9, etc., puisqu'on sait qu'il y a quand même maintenant une protection limitée contre les infections et les maladies symptomatiques. Et donc, les évidences, leur réflexion était la suivante. Ils ont dit, on est à la 4e année de la pandémie. Pour le moment, il y a une séroprévalence assez élevée dans le monde, mais le problème, c'est extrêmement hétérogène. Parce que, bien entendu, je crois qu'en Belgique, on a 90% de prévalence due soit à l'infection et ou la vaccination. À ce moment-là, en mai 2023 et toujours maintenant, le virus index et certains variants comme l'alpha, bêta, gamma, delta ne sont plus détectés. C'était ce qu'ils appelaient des variants of concern, donc de préoccupation, qui maintenant ne sont plus détectés. Et donc, à ce moment-là, c'était les descendants de XBB.1, XBB 1.5, 1.16, 1.9, qui échappent à la réponse immunitaire encore plus que Omicron de départ. Et donc, il fallait effectivement se poser la question. Alors, on sait aujourd'hui que l'immunité la plus efficace, c'est l'hybride due à la vaccination et à l'infection, ce qui n'est pas étonnant. On parlera après de l'immunité mucosale. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé les différents variants. Ceci est une carte antigénique basée sur la capacité de neutralisation de sérum. Et vous voyez très bien ici que le virus index, l'alpha, bêta, gamma, delta, se trouve groupé ici. Et les descendants d'Omicron sauf 1 se trouvent groupés là. Donc, c'est effectivement très différent. Et on comprend qu'ils puissent échapper à la réponse immunitaire. Et quand on regarde, on prend des sérums donc de 5 cohortes, soit qui ont reçu 3 injections, 4 injections, 3 injections plus le bivalent, BA1 ou BA5, ou qui ont eu une infection de percée, c'est-à-dire qui étaient vaccinés mais qui ont une infection de percée, BA2 ou BA4, 5, on voit que l'ensemble de ces sérums donne des résultats très semblables, c'est-à-dire que la capacité de neutralisation de ces sérums est élevée pour neutraliser le virus index, encore élevé pour certains BA2, BA4, BA5, BQ, mais est beaucoup moins efficace pour neutraliser le XBB.1 dont on parlait là il y a 2 minutes. Ce qui veut dire qu'effectivement, il serait logique d'actualiser les vaccins et ils mentionnent dans leurs articles que des études précliniques confidentielles faites par les producteurs de vaccins montrent qu'un candidat vaccin qui contient un descendant de XBB.1 induit une meilleure réponse anticorps qui est plus neutralisante contre les variants qui circulent. Et donc, leur proposition a été d'utiliser une lignée monovalente cette fois-ci. Il n'y a plus d'ARN messager ou de protéines, mais codant pour donc la protéine S du virus index, mais uniquement du XBB 1.5. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Mais évidemment, est arrivé le variant EG.5 qui maintenant est en effet notre prédominant en Belgique. Vous voyez ici en orange le XBB 1.5 dont on vient de parler et qui est donc à la base de notre nouveau vaccin qui est disponible maintenant. Mais vous voyez en vert pâle qu'entre-temps, parce que tout ça s'est passé en mai, au moment où il était donc le prédominant en Belgique, mais que maintenant c'est le EG 5.1 qui est dominant. Donc la question évidemment est, c'est quoi ce EG5? Il y a encore peu d'informations, mais j'ai 3 liens là-dessus. Donc il a une mutation en plus, une mutation qui s'appelle F456L, donc c'est une substitution d'acide aminé dans la protéine S. Et
donc c'est une mutation additionnelle par rapport à son parent. Son parent, c'est le XBB 1.9.2. Et donc, également par rapport au XBB 1.5. Il a été détecté pour la première fois en février 2023. Vous voyez que c'est seulement maintenant qu'il est devenu prédominant. Et en juillet, il avait déjà une prévalence mondiale de 17%. Alors, sa croissance est la plus élevée parmi les variants circulants. Et l'échappement à la réponse immunitaire est aussi très fort, parce que justement, cette fameuse mutation empêche une interaction, ou diminue l'affinité de l'interaction du domaine CDR3 de l'anticorps, et donc l'inhibition est moins neutralisante. Il était un variant d'intérêt, il n'a pas été noté variant de préoccupation parce que manifestement, sa virulence n'est pas augmentée. Alors, dernière chose concernant ce EG5, évidemment, la question était, les sérums de personnes vaccinées sont-ils capables de neutraliser ce fameux EG5, puisqu'ils avaient testé pour le XBB 1.5, mais pas pour le EG5 nouveau variant. Et donc, quand on regarde des sérums de personnes qui ont reçu 3 doses de monovalent plus le bivalent, ou qui en plus ont eu une infection de PRC-BQ ou XBB, on voit qu'effectivement, ceux qui ont reçu 3 vaccins, donc plus c'est bas, moins grande est la neutralisation, vous voyez que la neutralisation du virus index reste très élevée, mais que la neutralisation des variants XBB 1.16, EG5.1, ici, qui est un descendant de EG5, reste faible. Par contre, quand il y a une infection de PRC-BQ ou XBB, et ça c'est important, on voit que la neutralisation est meilleure, montrant qu'une infection par XBB augmente la capacité de neutralisation, y compris contre le EG5, ce qui est encore montré ici. Donc voilà, on est dans une situation où on reçoit un vaccin monovalent actualisé, basé sur la protéine S de EG5. Ce vaccin en Belgique, c'est un vaccin ARN messager de Pfizer-BioNTech uniquement. Alors, très rapidement, donc la situation n'est pas mal. Mais la dernière chose importante, c'est comment peut-on couper la chaîne d'infection et de transmission. Et on sait que très, très, très vraisemblablement, en ayant des vaccins mucosaux, oraux ou nasaux, il y aurait clairement, on serait une étape plus loin parce qu'on pourrait plus facilement donc bloquer les infections et donc la transmission. Alors, il y a des modèles animaux, il y a plusieurs articles qui montrent très clairement, et voilà un résumé, que quand on donne le même vaccin, ici c'est un vaccin d'adénovirus de chimpanzé contenant l'information génétique pour la protéine S, donc, et quand on le donne soit en voie intramusculaire, soit par voie intranasale, on voit qu'on a 2 choses intéressantes, comme attendu. Il y a une augmentation du nombre d'IgA, et en particulier des dimères d'IgA, qui ont la meilleure capacité de bloquer l'entrée d'un virus et qui se retrouvent dans les voies mucosales. Donc, c'est très important puisque c'est la voie d'entrée du virus. Et que d'autre part, il y a une plus grande proportion de lymphocytes T résidant dans le poumon. Et donc, ces 2 faits des réponses immunes mucosales sont très connus. Et donc, dans les modèles animaux, ça a été clairement démontré que ça bloque d'une façon efficace l'infection et la transmission, tout en donnant la même immunité systémique, bien entendu. Et enfin, chez l'homme, il y a 20 vaccins nasaux qui sont en développement, 2 qui ont déjà des résultats cliniques de phase 1. Et alors, les seuls résultats intérimaires d'une étude randomisée de phase 3 chez l'homme, donc c'est par Bharat Biotech nasal, ils ont un vaccin nasal qui a déjà été distribué en Inde,
Et c'est un vaccin adénoviral de chimpanzé codant pour la protéine S qui a été stabilisé par changement de 2 prolines et 2 doses intranasales ou intramusculaires, donc, et montre qu'il y a une meilleure production d'IgA et également, et ça c'est important, une meilleure tolérance au vaccin après application intranasale. Bon, moi je trouve que voilà les résultats donc du nombre de plasmablastes sécréteurs d'IgA chez les personnes qui ont reçu un vaccin intranasal par rapport à ceux qui ont reçu un vaccin intramusculaire. Les résultats ne sont pas encore tout à fait convaincants. En particulier, il n'y a pas de différence significative. Par contre, il y a une différence significative 42 jours après l'administration intranasale par rapport au jour 0. Donc, voilà. Ces vaccins mucosaux devraient vraiment permettre de bloquer la pandémie, bloquer beaucoup plus efficacement la transmission. Et voilà, en attendant, on attend donc les résultats du vaccin EG5. Je vous remercie. Merci Muriel. Et maintenant, donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter Jamila Hamdani, qui collabore avec le professeur Denis, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Jamila Hamdani est docteur en pharmacie dans le département de pharmacovigilance à l'Université de Namur, mais aussi professeur invité à la faculté de pharmacie de l'UCL. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, oui, je remplace en effet le professeur Denier qui ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il est en déplacement vraiment au moment du séminaire. Et donc, je suis pharmacienne, pharmacien d'industrie, docteur en sciences pharmaceutiques et je travaille en pharmacovigilance depuis 2006 à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé. Alors, je vais aller assez vite sur certains slides et moins sur d'autres, simplement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été dites ou que vous connaissez déjà. Mais pour démarrer un petit peu et reposer les choses, donc vous savez bien que le Conseil supérieur de la santé aujourd'hui en Belgique recommande la vaccination non plus de toute la population, mais de populations groupées en 3 groupes. Donc les personnes qui présentent un risque accru de Covid grave, les personnes des secteurs de soins de santé et aussi une vaccination cocoon pour les personnes qui habitent dans le même foyer qu'un patient sévèrement ou très sévèrement immunodéprimé. Alors, comme l'a dit Muriel, nous avons aujourd'hui le Comirnaty, donc comme vaccin qu'on utilise en Belgique et qui est pour le XBB 1.5 parce que vous avez vu la vitesse à laquelle les variants, on va dire, progressent et donc c'est celui-ci que nous avons à notre disposition aujourd'hui. C'est un vaccin qui est prêt à l'emploi et sa particularité aussi, c'est qu'aujourd'hui, la particularité de cette recommandation, c'est qu'aujourd'hui, on recommande un single shot, donc une seule injection, puisqu'on estime que la majorité des personnes, en tout cas en dehors des tout petits enfants, la majorité a déjà été d'une façon ou d'une autre en contact avec ce virus, que ce soit par la voie de la vaccination ou celle d'une maladie, ou les deux. Alors, l'exposé, on peut travailler sur 3 plans. Donc, le plan, on va dire, européen, le plan belge et les take-home messages. Alors, d'une manière juste très, très globale, les 2 grandes agences, on va dire, des médicaments qui vont, au niveau national, donner des recommandations, des décisions, etc. Alors, nous avons bien sûr l'Agence européenne des médicaments qui donne les autorisations de mise sur le marché pour tous les vaccins et au niveau national, toutes les autorités nationales donc des médicaments vont contribuer à la surveillance des médicaments et vont contribuer au niveau expertise auprès de l'Agence européenne des médicaments puisque nous avons des experts de l'ensemble des pays membres de l'Europe qui vont contribuer dans l'évaluation des dossiers qui sont soumis à l'Agence européenne des médicaments.
Ici, je vais aller assez vite, mais simplement pour poser notre cadre en pharmacovigilance. Donc, nous, en pharmacovigilance, on va suivre la sécurité des médicaments, quels qu'ils soient. Et donc, quand il s'agit par exemple, de vaccins, mais vous avez toujours les phases de développement, phases non cliniques, les études cliniques. Et puis, on arrive à cette surveillance qui va se faire de façon à récolter de façon spontanée, donc récolter les notifications spontanées de pharmacovigilance, mais qui va se faire aussi à travers d'études qui sont des études post-marketing qui vont être demandées aux firmes pharmaceutiques, qui peuvent être faites aussi et qui sont aussi faites au niveau académique. Toutes ces informations se retrouvent dans la base de données EudraVigilance, qui est une base de données aussi qui récolte l'ensemble des effets indésirables liés aux médicaments et qui va reprendre aussi donc, si vous voulez, nous avons des sources d'informations qui nous viennent de notifications spontanées et nous avons des sources d'informations qui nous viennent d'études post-autorisation. Et on doit toujours garder cette ouverture pour essayer de capter les signaux de pharmacovigilance assez rapidement et prendre les mesures nécessaires. Et vous allez voir un peu comment à travers des exemples. Peut-être revenir très rapidement, mais vous le savez sans doute que les études cliniques, d'une manière générale, eh bien, on va avoir des résultats et des données très, très importantes. Muriel Moselle en a présenté quelques-unes par rapport à l'immunogénicité, l'efficacité des vaccins. Évidemment, elles vont nous donner aussi une très bonne information sur la réactogénicité et sur tout ce qui est effet indésirable fréquent. Et puis, il est évident que ce sont les données en post-marketing, donc vraiment en real-life setting, qui vont nous donner tout ce qui est effet indésirable rare, très rare, des réactions retardées. Ce sera aussi des situations qui peuvent nous donner des situations d'erreur, de flavel use, etc. Peut-être une petite particularité quand même sur ces vaccins, ne pas oublier qu'on était dans une situation assez exceptionnelle et à ça, on a eu aussi des études avec un nombre assez exceptionnel de sujets vaccinés. Donc, généralement, quand on fait une étude sur un vaccin, on est à peu près sur des 3000 vaccinés. Peut-être qu'il y a eu une exception pour le rotavirus où là, on était à plus de 60 000 vaccinés, mais c'est vraiment une exception dans l'histoire, on va dire, du développement des vaccins. Et ici, on avait pour Comirnaty, au moment de son lancement, donc 44 000 sujets vaccinés. De même, on est aussi en post-marketing sur une situation pandémique avec une exposition très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on voit habituellement en termes d'exposition au vaccin et sur une période très rapide. Donc, on avait en Europe, on n'a jamais l'oublié, plus de 500 millions de doses administrées. Et si on prend l'ensemble des vaccins Covid, on est à l'échelle mondiale à plus de 13 milliards de doses administrées au niveau donc, global et pour l'ensemble des vaccins Covid. Donc, vraiment, on ne doit pas oublier ça. C'était des campagnes de vaccination exceptionnellement importantes. Donc comment est-ce qu'en pratique on fait donc cette surveillance post-autorisation de mise sur le marché? Comme je l'ai dit, les rapports d'effets indésirables, qu'ils soient en provenance des patients ou des professionnels de la santé, sont importants. Ils sont mis dans cette base de données dont je vous ai parlé, qui s'appelle EudraVigilance, et il y a aussi une base de données, il y a un lien entre cette base de données et une base de données de l'OMS, donc tout ça est groupé. Il y a aussi bien entendu les études cliniques, la littérature et puis ce qui a été aussi très très précieux durant la période de vaccination de masse en période pandémique, ça a été l'échange régulier d'informations entre des institutions diverses et on a toujours des échanges, on va dire, mais là c'était renforcé en termes de fréquence et c'était précieux. Et puis bien
entendu les études observationnelles, et vous allez voir à travers deux exemples que je vais un peu plus illustrer après comment est-ce que ça nous est utile en pharmacovigilance. Ce qui a aussi été décidé à ce moment-là, c'est qu'il fallait rester bien sûr très ouvert d'esprit, capter le maximum d'informations de sécurité et prendre des actions assez rapidement, et aussi mettre rapidement à jour le product information, donc que ce soit la notice ou le résumé des caractéristiques du produit, et communiquer là-dessus, même lorsque, donc, et vous savez que normalement on a des règles très très strictes pour la mise à jour des notices et RCP des médicaments. Ici on était un petit peu plus souple par rapport au lien de causalité, et quand on observait au moins une possibilité raisonnable avec la vaccination, on mettait déjà à jour l'information au regard du caractère assez exceptionnel de l'utilisation de ces produits, donc qui était de façon, il fallait capter le maximum d'informations et la partager rapidement. Et donc, Muriel a montré vraiment une évolution, on va dire, dynamique de ce virus et de l'ensemble de ces variants. Et vous allez voir qu'au niveau des autorités et au niveau de l'Agence européenne des médicaments, il y a eu, si je prends uniquement pour Comirnaty, donc le vaccin de Pfizer, il y a eu aussi, regardez, une évolution vraiment de l'utilisation de ce médicament, des variations, ce que nous on appelle en jargon les variations d'autorisation de mise sur le marché. Donc, il y a eu l'autorisation qui a été donnée en décembre 2020, en mai 2021, en étant l'indication aux plus de 12 ans. On donne l'autorisation du booster en mai 2021, en étant l'indication plus petit aux 5-11 ans en novembre 2021. On parle, alors à ce moment-là, on introduit le booster hétérologue au niveau des recommandations, et puis on continue avec l'introduction et on va dire des vaccins qui tiennent compte des variants au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Alors, voilà comment on a évolué avec les moyens actuels. Peut-être que dans l'avenir, comme M. Kogan a montré une intelligence artificielle qui peut nous donner des modèles peut-être prédictifs assez rapides, peut-être que les choses évolueront encore plus rapidement que ce qu'on voit ici. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà ce qui a été fait entre l'année 2020 et l'année 2023. Et donc, en août 2023, on est avec un vaccin Comirnaty qui couvre l'Omicron XBB 1.5. Quant à la sécurité, vous allez voir aussi un processus tout aussi dynamique, et on voit que lorsque on donne l'autorisation de mise sur le marché, on connaît un certain nombre de choses. Donc, vous avez tous été informés, par exemple, de la grande réactogénicité de ces vaccins et de la fréquence de la réacto. Donc, c'était quelque chose de connu. Et puis, on a fait notre travail de surveillance, et ce travail consistait à capter les signaux de pharmacovigilance, c'est-à-dire des informations nouvelles, des effets indésirables nouveaux ou de nouvelles informations sur des effets indésirables connus. Le premier signal, c'était en mars 2021, donc vous voyez assez rapidement après le début des campagnes de vaccination, c'était les réactions aux dermal fillers, et puis après on a continué avec une série de signaux que vous voyez sur cette slide avec les érythèmes multiformes, les aménorrhées, et puis on va jusqu'au pemphigoïde, et puis on termine ici vraiment le dernier signal qui est encore en cours d'évaluation maintenant, c'est les hémorragies postménopausales. Je vais revenir sur deux signaux pour un petit peu plus illustrer ce processus. Le signal des myocardites, péricardites et le signal des heavy menstrual bleeding, donc un qui a été déclenché en avril 2021, on a eu le premier signal qui n'a pas été encore confirmé parce que les données n'étaient pas suffisantes. Et puis après, on ramasse, si vous voulez, on rassemble des données et puis on arrive à une confirmation du signal en juin 2021. On adapte le product information, on informe via des communications et puis on continue encore à accumuler de l'évidence et encore affiner notre connaissance du risque jusqu'à encore une dernière mise à jour du product information en juillet 2023. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on accumule les évidences et on transcrit ça en langage réglementaire en mettant à jour
les résumés des caractéristiques du produit en communiquant sur les risques. Et puis, le deuxième signal que je vais un peu plus illustrer aussi, c'est le heavy menstrual bleeding, où là, donc, ça venait d'études de cohorte norvégienne en juillet 2021, et je vous ai dit qu'on avait aujourd'hui un post-ménopausal hemorrhage qui est ongoing, qui est donc en cours d'évaluation d'hémorragie post-ménopausale maintenant. Si donc je prends les myocardites et péricardites, eh bien les toutes premières informations nous sont venues d'Israël et des États-Unis en mars-avril 2021, donc très très tôt dans cette campagne de vaccination. On a essayé de faire, enfin, quand je dis on, c'est très global, essayer de faire des analyses observed versus expected qui ont été faites et qui ont très vite montré qu'on n'avait pas de background incidence rates valable. On a été confronté à ce moment-là aussi avec une problématique de définition correcte des cas. C'est une problématique à laquelle on est souvent confronté en pharmacovigilance. Aussi, une autre problématique, c'est l'interprétation des cas qui viennent de reporting spontané. La qualité des rapports n'est pas toujours très très bonne et donc ne permet pas toujours de faire une bonne interprétation. Et donc, il était évident à ce moment-là qu'il nous fallait plus d'évidence et plus de données. Et ces données nous sont venues de données pharmaco-épidémiologiques d'une utilisation donc en vie réelle des vaccins donc, qui étaient en cours. Et grâce à des bases de données qui sont présentes dans différents pays et donc différentes études pharmaco-épidémiologiques dans différentes bases de données. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très important. C'est pour ça, c'est ce qui explique cette évolution dans le niveau de connaissance du risque entre avril 2021 et juillet 2023. Les publications qu'on a mis ici sont pour illustrer cette évolution de connaissances et en fonction des bases de données. Et bien entendu, notre autre challenge quand on parle de la sécurité des médicaments, c'est de la communication à propos du risque et l'importance de toujours placer le risque dans un contexte de bénéfice. Si on s'attarde un tout petit peu sur la problématique des définitions de cas, heureusement pour nous qu'il existe la Brighton Collaboration qu'on utilise beaucoup dans notre travail et sur qui on peut s'appuyer pour les définitions de cas, et aussi le CDC qui donne des définitions de cas. Il n'empêche que la difficulté aussi, c'est que les cas soient définis de la même façon dans les différentes sources. Ceci étant dit, on essaye quand même de dégager une ligne à partir de l'ensemble, on va dire, de ce qu'on a comme information et de ces collaborations, soit de sociétés savantes, Brighton Collaboration ou du CDC, et on arrive à construire une définition de cas qui est correcte et qui a aussi évolué dans le temps, puisque on était dans le cadre de péricardie, myocardite post-vaccin COVID qui était quand même nouveau. Et donc voilà, donc là, il faut vraiment rester toujours très humble et savoir que tout le monde a appris au fur et à mesure. Quant à l'aspect mécanistique, qui est aussi important lorsqu'on établit des relations de causalité en pharmacovigilance, c'est aussi tout un travail académique qui a été fait là-dessus, avec plusieurs publications et des hypothèses mécanistiques. Et il y a eu un workshop au niveau de l'Agence européenne des médicaments en janvier 2023 qui est accessible et qui montre les hypothèses auxquelles on arrive aujourd'hui en 2023. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une hypothèse claire par rapport à la mécanistique. Donc on a une tendance vers peut-être une hypersensibilité retardée, peut-être quelque chose de l'hyperimmunité, mais on a quand même... on reste encore sur des hypothèses qui méritent plus de recherches dans le domaine, et il y a encore des recherches là-dessus.
Ce qu'on sait, et donc nous, en tant que réglementaire, il faut toujours donc chacun un petit peu fait son travail, donc bien entendu, il faut tenir compte de toutes les équipes académiques et tout ce qui fait au niveau recherche, et nous devons traduire ça en langage réglementaire avec des recommandations. Et donc ce qu'on sait, ce qu'on savait, ce qu'on sait toujours, c'est que le risque était surtout important, et surtout important chez les jeunes hommes, donc moins de 30 ans, souvent après la deuxième dose. La fréquence, on a pu, grâce à l'ensemble de l'évidence qui nous est venue de l'ensemble des études post-marketing, l'évaluer à peu près un cas, enfin un peu moins de 1 cas sur 10 000. Elle est un peu plus importante pour le Spikevax que pour le Comirnaty, mais si on parle du Comirnaty, on est un petit peu moins de 1 cas sur 10 000. Il faut aussi savoir qu'on a eu des données assez rassurantes qui nous sont venues des États-Unis pour les petits, entre 6 mois et 4 ans. Et aussi, on a eu des données aussi rassurantes par rapport au booster. Donc, ça semble être plutôt la deuxième dose. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on reste toujours très prudent parce que les choses évoluent, mais voilà ce qu'on a aujourd'hui comme expérience. Et comme je l'ai dit, oui, aussi peut-être un élément important, c'est que ce qui a été observé, c'est que généralement les myocardites après vaccination semblaient quand même avoir un meilleur outcome clinique, une meilleure évolution clinique que ce qu'on observait avec la maladie Covid-19 elle-même. Donc ça, c'est une publication qui a été faite en 2023. Donc je vous ai mis la référence aussi. Ensuite, concernant les mécanismes d'action, mais la mécanistique qui peut expliquer cet effet indésirable, je vous l'ai dit, ça reste encore en cours et il y a des hypothèses, notamment l'antigène circulant spike, mais voilà, donc ça reste des hypothèses. Deuxième signal sur lequel je voulais revenir, c'est celui des troubles menstruels, et c'est un signal qui, sur le plan émotionnel, a été très, très important. D'abord parce que il y a eu énormément de médiatisation en fait de ce signal. Le nombre de cas qui ont été rapportés à la base de données Dravigilance est très important et il fallait tout de même, le problème dans l'évaluation de ce risque, c'est de nouveau le case definition, mais aussi le background incidence rate et surtout, j'ai envie de dire aussi le fait que d'avoir des diagnostics différentiels, ce n'était pas toujours le cas parce qu'on avait beaucoup de notifications qui venaient de patientes elles-mêmes. Aussi, on n'est pas sur les myocardites, péricardites, on est sur quelque chose qui est quand même très commun et donc c'était difficile de faire la part des choses. Comme on dit toujours, on doit souvent trancher dans le gris et c'était très très gris ici, j'ai envie de dire, parce que c'était, voilà, il y a cette particularité de l'effet indésirable qui rendait les choses difficiles, plus bien entendu la grande médiatisation. Il n'empêche que, bien entendu, le travail a été fait comme toujours, c'est-à-dire en prenant les cas spontanés et en couplant ça avec de l'évidence qui venait d'études observationnelles. Et les études dans différentes bases de données ont montré qu'effectivement, il y avait un risque de troubles menstruels chez les femmes vaccinées avec le Comirnaty. Ce risque n'est pas grave et réversible, mais le niveau, enfin le lien de causalité était suffisant pour le considérer comme un effet indésirable possible de ce vaccin. Et donc, le résumé des caractéristiques du produit a été donc amendé pour l'inclure. Il n'empêche que ce risque, comme je l'ai dit, non sérieux, réversible et n'a pas d'impact sur la fertilité et l'utilisation des vaccins ARN messagers pendant la grossesse. Information aussi importante. Pour ce qui est du dernier signal dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les saignements en post-ménopause, il y a eu une étude qui a été qui est très très bien, qui vient de Blix, donc qui a été publiée aussi en 2023 et qui montre que c'est une étude qui a été très bien faite avec une bonne discussion et une bonne sélection des biais et donc cette étude fait qu'aujourd'hui ce signal est ouvert au niveau de notre groupe européen de pharmacovigilance et il est en cours d'évaluation.
Peut-être un mot pour dire quelque chose sur la safety chez les petits, chez les enfants. Il y a une étude qui a été faite, qui a été financée par l'Agence européenne des médicaments et faite dans les pays nordiques. Pourquoi les pays nordiques? Parce qu'ils ont de très très bonnes bases de données. Et cette étude vient d'une cohorte comportant presque 5 millions, un peu plus de 5 millions d'enfants et adolescents entre 5 et 19 ans. Et je dois dire, et on doit dire que les résultats de cette étude sont rassurants quant à, on n'a pas vu apparaître, que ce soit pour la première, la deuxième dose ou le booster pour Comirnaty, on n'a pas vu apparaître de maladies auto-immunes comme des hépatites auto-immunes, des Guillain-Barré, des diabètes de type 1. Et cela, que ce soit dans les 28 ou jusqu'à 180 jours de période de risque la cohorte que la cohorte pouvait nous renseigner. Il en est de même pour les flares, donc ça n'a pas été fait, n'a pas été observé, on n'a pas vu d'augmentation dans la gravité de maladies comme l'arthrite rhumatoïde juvénile ou la multiple sclérosis ou le diabète de type 1. Voilà, donc c'est toujours dans cette période 28 à 180 jours. Donc ça, c'est pour juste montrer quelques données rassurantes. Je parlais de notifications bien documentées. Je dois dire que au niveau belge, nous avons, là je sors vraiment, juste pour une parenthèse, du Comirnaty, donc du vaccin de Pfizer pour aller vers le vaccin d'AstraZeneca, le Vaxzevria. Une seule notification qui nous est venue d'un groupe d'internistes en Belgique a attiré notre attention sur le capillary leak syndrome, donc le syndrome de fuite capillaire et le Vaxzevria, et a conduit à une prise en charge de cet effet indésirable au niveau européen avec la considération de ce risque dans les profils de sécurité du Vaxzevria et son ajout dans la SMPC. Simplement pour vous dire que les études observationnelles sont importantes et de notification de choses graves sont aussi importantes. Donc ça m'amène à mettre le point, pour finir la présentation, sur ce qui conviendrait en termes de sensibilisation à la pharmacovigilance sur lequel il faut être attentif en tant que médecin, bien sûr les cas graves. Donc si on n'avait pas eu cette notification a largement contribué au déclenchement d'un signal. À ce moment-là, quand on a eu cette notification, il n'y en avait pas, je crois qu'il y en avait au total 6 dans le monde. Donc, les cas graves, les cas qui mettent en jeu le pronostic vital ou qui entraînent bien sûr le décès, tout ce qui n'est pas connu est très important à notifier, et aussi ce qui vous paraît comme étant suspect. En tout cas, le lien de causalité ne doit pas être établi par vous pour faire la notification. Ça, c'est le job des autorités réglementaires en pharmacovigilance de faire cette évaluation. Aussi par rapport à la qualité des notifications plus importante que la quantité, je dois dire que celle des CLS était de très bonne qualité. C'est ce qui a permis aussi, facilite la prise de décision. Simplement, vraiment très vite, parce que je sais que le temps passe, notre site de notification en Belgique pour notifier les effets indésirables, c'est notifier-un-effet-indésirable.be. On peut s'identifier comme professionnel de la santé. Et pour terminer, on a mis ici après 3 ans donc d'autorisation de mise sur le marché, ce qui est entouré ici, c'est tout ce qui est apparu donc après les 3 années et ce qui est apparu comme ayant un lien de causalité donc établi avec le vaccin Comirnaty et qui a été ajouté dans la notice. Voilà, alors c'est un travail d'équipe. Alors ici, ça c'est l'équipe belge de pharmacovigilance dans laquelle, bien sûr, comme expert externe, on compte le professeur Jean-Michel Denier. Et j'ai mis aussi en gras les personnes mes collègues qui ont contribué à ces slides et à cette présentation, Christelle Bizimungu, Martine Sab et Françoise Ouillot. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé très, très éclairant. Vous pouvez peut-être départager votre écran. Oui, c'est ce que j'allais. Alors, en fait, je n'utilise pas souvent. Voilà, ici. Je n'utilise pas souvent Zoom. Ok, merci beaucoup. Bon, on a pris
petit peu plus de temps que d'habitude. C'est toujours le risque quand il y a plusieurs orateurs. On a peut-être la place pour l'une ou l'autre question brûlante, je dirais. Je ne vois rien sur l'extérieur. Bon. Oui, une question, oui. La présentation des hospitalisés maintenant. Oui. Quelle est la part des cas graves et des cas hospitalisés pour un traitement que je qualifierais de simple? Oui, peut-être Jean va peut-être répondre par rapport à ça. Mais je n'ai pas les chiffres bien précis, mais en tout cas, les patients hospitalisés flagués COVID+, sont souvent hospitalisés pour autre chose. Et en tout cas, il n'y a pas de cas COVID+ graves aux soins intensifs dans les états dans lesquels on les avait vus il y a 2 ans ou 3 ans. Moi, j'avais une question pour Jamila. Bon, ça a été mis sur une des slides. Et donc, à savoir que la mise sur le marché était une mise sur le marché conditionnelle. Alors, cette formulation-là a beaucoup suscité, bien entendu, des réactions des complotistes, des antivax, etc., en disant, voilà, quelque chose d'expérimental, d'ailleurs, c'est conditionnel, etc. Est-ce que c'est encore mis sur le marché conditionnel ou bien avec l'évolution des choses, c'est une véritable autorisation de mise sur le marché? Non, aujourd'hui, c'est une autorisation de mise sur le marché classique, on va dire. Maintenant, oui, je comprends parce qu'il y a eu une grande médiatisation des vaccins, mais il faut savoir que les autorisations de mise sur le marché conditionnelles, ce n'est pas quelque chose de propre au vaccin, ça n'a pas été propre au vaccin Covid. C'est un type d'autorisation dont les autorités disposent pour un certain nombre de maladies, pardon, de médicaments qui sont faits, on va dire, dans un contexte où on doit faire un suivi très précis et aussi parfois des maladies qui sont orphelines ou très Oui. rares. Et voilà, donc ce n'était pas propre au vaccin Covid-19, mais c'est vrai que ce n'était peut-être pas très connu, on va dire, du public. Et Exact. c'est vrai que ce mot conditionnel laissait peut-être supposer qu'on avait... On voilà, était dans n'était pas sûr de l'expérimental, nous. etc. Je pense que c'est vraiment important de communiquer là-dessus. Bon, maintenant, je dirais que ça va susciter beaucoup de réactions, mais pour l'avenir, il y a peut-être un travail d'information sur la pharmacovigilance vers le grand public qui serait utile, et en particulier par rapport à toute une Oui, série de nominations telles que celle-là. Bien. oui, certainement. OK, s'il y a d'autres questions brûlantes qui arrivent après, ben écoutez, vous me les communiquez par mail et je ferai le transfert et on fera une petite ajoute. OK, eh bien, merci beaucoup Parfait. Jamila, merci Merci. Muriel, Merci merci à à tout le vous. monde. Et à la semaine prochaine. Semaine prochaine, Jean, c'est un case report au Chirac Hospital avec une hépatite d'origine indéterminée. Ben, on va se retrouver avec un invité extérieur pour trouver la solution. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.